Bien, je vous propose qu'on débute. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour cette réunion publique. Ce soir, on va parler des projets de nouvelles lignes de transport de la métropole européenne de Lille et plus précisément, ça sera une réunion publique consacrée au bus à haut niveau de service entre Villeneuve d'Ascq et Marcq-en-Barœul. Moi, je suis Simon Mazagic de l'agence Equerre. Je vais animer nos échanges. Je salue les participants dans la salle. Je salue aussi les personnes qui sont en ligne et qui nous écoutent tout au long de la soirée. On va pouvoir réagir et interagir avec les personnes qui sont à distance et dans la salle. Quelques consignes pour que la réunion se passe au mieux. Simplement vous dire qu'on aura un premier temps de présentation et derrière un temps d'échange. Et pendant ce temps d'échange, chacun pourra poser des questions dans la salle, évidemment, en levant la main librement pour qu'on puisse y répondre le plus précisément possible au cours des échanges. Et à distance, vous pourrez participer en posant vos questions directement dans l'espace de chat qui est situé sous la vidéo que vous avez sur votre écran. On pourra remonter régulièrement les questions dans la salle qui arrivent en régie et auxquelles on pourra apporter des réponses au cours de notre réunion. La réunion va se dérouler, je disais, en plusieurs temps. Je vais donner la parole aux élus de la commune et de la métropole pour nous accueillir. On parlera de la concertation et puis on présentera le projet à travers ses objectifs, ses caractéristiques, son tracé et ses variantes. On parlera des prochaines étapes. Tout ça constituera le premier temps de présentation de notre réunion et puis on aura derrière un large temps d'échange pour pouvoir approfondir les questions et les sujets qui vous préoccupent ou vous intéressent. Monsieur le maire de Mons-en-Barœul, bonsoir. Je vous laisse introduire cette réunion. Merci de nous accueillir dans cette belle salle. Merci beaucoup. Merci d'être présent ce soir. Merci beaucoup, monsieur le vice-président, d'être sur la bonne terre monsoise pour cette soirée consacrée à la réunion, enfin une réunion de concertation pour le SDIT. C'est pour moi une très grande satisfaction. Vous en avez été témoin depuis longtemps. Si je m'exprime un instant en tant que président de groupe à la MEL, nous insistons depuis une vingtaine d'années pour que l'offre de transport en commun sur le territoire métropolitain soit confortée, que ce soit pour les tarifs, les services, les infrastructures, ou même plus précisément dans le bon ordre, les infrastructures, les services, les tarifs. Pour moi, cet ordre-là est assez important. Et le SDIT, c'est un premier pas dans ce sens. C'est un pas qui, pour le moment, est un peu conceptuel, mais vous déployez une énergie tout à fait remarquable pour faire avancer ce gros dossier structurant pour la métropole et je tiens à vous en remercier. Un mot en tant que maire de Mons cette fois-ci. Le SDIT, c'est vraiment un sujet où on est appelé à intégrer les questions d'urbanisme, d'aménagement du territoire et de mobilité. Et je pense qu'il n'y a peut-être pas de hasard au fait que vous soyez ici à Mons ce soir, parce que Mons, c'est un peu un cas d'école sur ces questions-là. Vous savez que cette ville a une histoire urbaine très très singulière, puisqu'on avait vu la construction il y a une quarantaine d'années maintenant de ce qu'on appelait une ZUP à l'époque, et qui nous conduit depuis 20 ans et encore dans les 10 ans qui viennent à développer de très gros programmes de rénovation urbaine, l'ANRU 1 et l'ANRU 2. Certains disent qu'on s'en sort pas trop mal. Moi, je pense qu'on n'a pas forcément beaucoup de mérite parce qu'il y a un sujet sur lequel on peut s'appuyer pour réussir cette rénovation urbaine. C'est la chance inouïe que nous avons de voir la ligne 2 du métro traverser la ville d'est en ouest. C'est vraiment un atout pour nous d'accessibilité, de desserte des différents quartiers de Mons. Et on peut s'appuyer sur cet atout-là pour réussir enfin la mutation de cette ville, sortir un peu de l'image de la ville des années 70 pour aller vers une ville durable, puisque ce quartier est devenu maintenant un écoquartier reconnu au niveau national. Donc voilà, je pense qu'en termes d'intégration, mobilité, urbanisme, c'est un bel exemple. D'ailleurs, on va continuer, si on se projette un petit peu, on a la volonté d'arrêter la dédensification de Mons, puisqu'on a perdu de nombreux habitants, et un nombre de logements conséquent dans le cadre des grandes opérations urbaines. On sait très bien aujourd'hui qu'on ne peut plus se permettre ça, puisque sinon c'est contribuer aussi à l'étalement urbain au périmètre de la métropole. Donc on a la volonté effectivement de stabiliser aujourd'hui la population et les questions de mobilité peuvent contribuer à l'attractivité de ce territoire
Voilà un deuxième exemple du lien entre l'urbanisme et la mobilité. Troisième point, évidemment, autour de cet axe structurant, on s'emploie à développer une logique de ville des courtes distances, parce qu'on a une ville qui est très compacte, un peu comme la Madeleine. D'ailleurs, on se taquine de temps en temps sur le plan de la densité de nos villes respectives qui, en fonction du rythme de naissance, on passe devant l'un, bon, on en plaisante un petit peu l'un et l'autre. Mais voilà, il faut qu'on arrive à rendre cet axe, cette colonne vertébrale de la mobilité qui traverse la ville la plus accessible possible par des cheminements piétons, et on modèle en quelque sorte l'urbanisme de la ville dans le cadre du grand programme urbain pour atteindre cet objectif. Voilà. Et puis je suis aussi tout à fait ravi, Monsieur le Vice-président, que ce soir on va contribuer à amener une petite pierre sur le fait de résoudre un peu les mystères de la MEL, ce mystère spatio-temporel qui nous agite depuis longtemps. Sur le plan temporel, pourquoi cette métropole qui a été capable de développer les 2 lignes de métro automatiques les plus longues du monde en 20 ans, en 80 jusqu'à 2000, est aujourd'hui un peu à l'arrêt, enfin depuis, pas aujourd'hui, mais et depuis 20 ans un peu à l'arrêt en termes d'infrastructures lourdes de transport. Donc ça reste assez mystérieux. J'ai pour ma part quelques raisons en tête, mais ce serait trop long à développer ici. Puis un mystère spatial aussi, parce que ça fait... Depuis que je connais un peu ces questions-là, je m'interroge sur la pertinence, quand on habite Roubaix ou Tourcoing et que l'on souhaite rejoindre par exemple Villeneuve-d'Ascq, de devoir passer, si on veut utiliser des modes lourds de transport, le métro ou le tramway, par le centre de la capitale des Flandres, le centre de Lille. Voilà, c'est assez étonnant, mais c'est le charme, mais aussi les inconvénients des réseaux étoilés dans une métropole multipolaire. Une métropole mosaïque. Voilà. Donc ici, ce soir, pour aller un peu plus vers le sujet, il va être question d'une ligne structurante, plutôt nord-sud, si je puis la qualifier comme ça, reliant Villeneuve-d'Ascq, Mons. Alors on a quelques vœux, évidemment, au titre de la ville de Mons à formuler, bien sûr, sur le SDIT, et puis partant ensuite vers Marc-en-Barœul, après avoir traversé... Et depuis tout à l'heure, je parle d'est-ouest en réseau lourd de transport à Mons. Là, ça va contribuer à faire plutôt du nord-sud. Donc, je suis évidemment ravi qu'on soit sur cette ligne. Ça va permettre, je parle devant mes collègues marquois, par exemple, de mieux relier. On vient de le faire pour les vélos. Cette voie du Barreul, magnifique voie du Barreul, cyclable, qui relie Marc à Mons. Alors, Mons n'a pas tout à fait encore l'image de Marc, si je me permets ce jeu de mots, mais néanmoins, le fait de conforter cette liaison nord-sud avec la ville voisine de Marc-en-Barœul, on voit ça d'un très bon œil, évidemment, et puis son prolongement vers Saint-André. Voilà, donc je me réjouis vraiment que vous soyez là ce soir pour discuter de ce thème essentiel pour l'avenir de notre métropole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour ce mot d'accueil et d'introduction. Sébastien Leprêtre, vous êtes vice-président délégué aux mobilités transports publics de la métropole de Lille. Je vous laisse également nous introduire cette réunion et nous présenter ses principaux enjeux. Merci. D'abord, remercier Rudy Elgès de son mot et puis de son accueil. Lui dire que j'ai moi-même emprunté cette nouvelle voie cyclable pour venir de la Madeleine jusqu'ici, sans difficulté aucune, et dans un déplacement confortable et sécurisé, si ce n'est une altercation avec un automobiliste qui a un peu de mal à commencer à accepter que l'espace public soit plus et mieux partagé. Je ferme la parenthèse. Notre réunion de ce soir, si elle peut contribuer à lever un mystère, elle aura été utile. Donc je veux saluer celles et ceux qui y assistent physiquement, mais aussi... c'est le mot qui est dorénavant dans notre vocabulaire en distanciel. C'est le principe de ces réunions dans le cadre de la concertation préalable. C'est notre 5e réunion. Il y a eu une réunion d'ouverture et puis finalement on chemine au rythme de ces réunions sur ces nouvelles lignes structurantes, puisque la concertation préalable, elle porte sur les 4 lignes les plus structurantes de notre schéma directeur d'infrastructure de transport, qui a vu le jour en 2019, qui commence à rentrer dans une belle effervescence. Et donc, depuis maintenant la fin du mois de février, on arpente la métropole pour finalement partager des effets loupes sur les 2 lignes de tramway et les 2 lignes de BHNS, sachant que ce soir, on est effectivement sur cette ligne de BHNS
qui va de Villeneuve-d'Ascq alors jusqu'à Marcq-en-Barœul et même plus loin que cela. On s'en faisait la réflexion hier, puisque quand on regarde le dessin, le trait fin, et on le regardera dans le détail, c'est l'objet de notre réunion, on se rend compte qu'on va même au-delà de la Deule, puisqu'on l'enjambe et qu'on va jusqu'à Saint-André pour se connecter d'ailleurs à une des 2 lignes de tramway à naître. Tout ça, ces 4 lignes, je veux le rappeler en quelques chiffres, mais je crois qu'on les verra plus dans le détail dans quelques instants. Ça porte en soi une belle révolution infrastructurelle, parce qu'on parle quand même de 50 km de tramway, de 25 km de BHNS, de 25 communes desservies. Moi, je préfère dire, et je pense que Rudy Helgest en sera d'accord, que certes, quand on dit 25 communes, ce sont celles qui sont desservies directement, qui sont traversées, mais c'est un schéma qui, y compris sur les 4 lignes structurantes qui nous occupent, a vocation à parler à toute la population métropolitaine et donc à toutes les communes. Et je crois que c'est vraiment comme ça qu'il faut l'envisager. En tout cas, c'est comme ça que nous l'envisageons de notre côté. Alors, ce soir, c'est une réunion qui est dédiée véritablement à cette ligne. On va aller dans le détail. En termes de présentation, on s'efforcera naturellement de répondre à toutes les questions, mais on est aussi là pour recueillir des observations, des recommandations. C'est tout l'objet de cette concertation qui est aussi, j'allais dire, copilotée par la Commission nationale du débat public. Hier, on avait la chance d'avoir avec nous les 2 garants qui ont co-construit la concertation et qui la suivent bien naturellement. Mais au-delà de la réunion de ce soir, dire aussi, on vous en donnera le détail dans quelques instants, qu'il y a des ateliers participatifs qui vont permettre de descendre un petit peu dans le détail des lignes, ce qu'on fera naturellement au cours de la réunion le plus possible. Mais les ateliers participatifs, ils ont vraiment cet objectif-là, c'est de permettre à tout à chacun de se poser sur un morceau de la ligne, et j'allais dire de dire son mot, ses inquiétudes, ses impatiences, ses interrogations, les 3 fameux I. Donc on a ces réunions qui sont aussi programmées dans la 2e quinzaine, me semble-t-il, du mois de mars, et dont on vous donnera naturellement le détail. Je ne serai pas plus long pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet, sauf à quelque part faire un peu de teasing par rapport à la présentation qui va être déroulée maintenant, pour dire à mon tour qu'on est bien sur un projet de transport, c'est important de le relever, mais ça n'est pas qu'un projet de transport, c'est aussi un projet qui a vocation à réinterroger la physionomie urbaine de notre métropole, à remettre peut-être plus et mieux de qualité urbaine dans l'espace public. Je l'indique en introduction, peut-être à mieux partager, même certainement à mieux partager cet espace. Il y a une vocation développement, aménagement, qu'il ne faudrait pas d'ailleurs, j'allais dire, écarter d'un revers de main. On aurait tort quand on parle du SDIT. Le SDIT, c'est un projet de transport, mais pas que de transport, c'est aussi un projet de qualité urbaine, d'aménagement, de développement de notre métropole. C'est pour ça qu'il est si important, et c'est pour ça qu'on l'attend naturellement de pied ferme. Là aussi, on pourra vous donner quelques éléments de calendrier. Voilà. Merci encore une fois de votre présence, et puis on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Élodie Derry, vous êtes directrice générale adjointe en charge justement de ces sujets de transport. Est-ce que vous pouvez d'abord nous donner le cadre un peu général de cette ligne, même si on a commencé à en dire quelques mots, et puis après nous présenter le cadre également de cette concertation qu'on a commencé à évoquer. Bonsoir. Oui, bonsoir, bienvenue à tous. Donc effectivement, nous allons faire cette présentation en trio, donc avec les équipes de la métropole européenne de Lille, donc les équipes du SDIT représentées par Monsieur Daucher et moi-même, et nous sommes accompagnés de Monsieur Rousseau, qui est notre AMO Egis, qui s'est chargé de l'ensemble des études sur ces différents projets. Donc effectivement, la réunion de ce soir est dédiée au bus à haut niveau de service Villeneuve-d'Ascq Marcq-en-Barœul. C'est la dernière de la série de présentations par projet. Donc, sur le bus à haut niveau de service, donc, la première question, c'est donc pourquoi ce projet? Je pense que la carte parle d'elle-même, puisque comme vous le voyez, cette nouvelle offre de transport va permettre de desservir tout le quart nord-est de la métropole sans passer par Lille. Pour rejoindre les villes à la fois de Saint-André, la Madeleine, Marcq-en-Barœul, Mons-en-Barœul et Villeneuve-d'Ascq. Et cette ligne est vraiment fantastique d'un point de vue transport, puisqu'elle vient en rocade croiser l'ensemble des lignes existantes, donc à la fois de tramway et de métro, puisqu'elle viendra effectivement croiser donc la ligne de tramway existante, la ligne 1 et la ligne 2 du métro. Au-delà des lignes existantes, elle sera aussi en interconnexion, comme l'a dit le vice-président, donc avec la future ligne de tramway Lille-les-Couronnes, et puis avec la deuxième ligne de BHNS Lille-Villeneuve-d'Ascq. Donc on vient vraiment ici, avec cette ligne, créer un véritable maillage de réseau de transport en commun de la métropole.
En termes de chiffres, pour vous représenter, c'est 11 km de nouvelles lignes qui comprennent 22 stations avec une fréquence en dessous de 10 minutes. Pour fixer le cadre, on en a déjà dit quelques mots, mais effectivement aujourd'hui on s'inscrit dans le cadre d'une concertation, qui est la première rencontre avec le public depuis la concertation de 2019 sur le schéma directeur des infrastructures de transport. Pour les BHNS, cette concertation est cadrée par le Code de l'urbanisme. Donc c'est une étape fondamentale pour pouvoir construire ensemble les bases partagées du projet. Nous vous sollicitons pour apporter votre avis éclairé et argumenté sur le projet, sur le site de participation de la MEL et au travers des questions que vous pourrez poser ce soir. C'est une première étape, puisque pour un projet de transport, il y en a de nombreuses, et notamment la prochaine sera celle de l'enquête publique, qui nous permettra d'obtenir ce qu'on appelle le décret d'utilité publique nécessaire au démarrage des travaux. Donc effectivement, la concertation s'est ouverte le 21 février avec une réunion d'ouverture où vous étiez plus de 125 connectés pour nous suivre sur cette réunion. Nous sommes aujourd'hui dans un cycle de réunions par projet qui se conclut aujourd'hui par le BHNS Villeneuve-d'Ascq-Marcq-en-Barœul. Et à partir de demain, nous commençons toute une série d'ateliers participatifs sur lesquels vous pouvez venir travailler avec nous par petits groupes de table pour pouvoir discuter de l'opportunité du projet, de ses variantes et aussi nous faire part de tous vos points d'attention pour le projet. Donc sur ce projet BHNS, 2 rendez-vous sont à noter. Un rendez-vous à Mons-en-Barœul le 15 mars, qui traitera du secteur Villeneuve-d'Ascq et Mons-en-Barœul, et un rendez-vous à Marcq-en-Barœul le 22 mars, qui traitera du secteur Marcq, Saint-André et la Madeleine. Depuis l'ouverture de la concertation, nous avons également ouvert une page dédiée sur le site de la participation de la métropole, donc participation.lillemétropole.fr, sur lequel vous pouvez télécharger l'ensemble des documents de la concertation, donc à la fois le dossier, l'ensemble des cartes, l'ensemble des présentations des réunions, et surtout donner votre avis sur le projet. Donc voilà pour le cadre de cette concertation. Dernière réunion publique aujourd'hui avant de rentrer dans le cycle d'ateliers. On va maintenant présenter le contenu de ce projet en 3 parties. D'abord les objectifs de ce projet, après on déroulera ses caractéristiques et après le tracé et ses variantes. Je vous laisse poursuivre, Élodie Derry. Donc effectivement, sur le projet, ce projet est avant tout un projet de transport et un projet de mobilité. On a déjà commencé la démonstration sur sa force en termes de mobilité, mais on va vous illustrer cela avec quelques exemples. Donc quelques exemples en termes de temps de transport notamment. Par exemple, je ne sais pas s'il y a des amateurs de foot dans la salle, mais qui habitent à Marcq-en-Barœul et voudraient se rendre un soir au stade Pierre-Mauroy pour un match. Aujourd'hui, vous mettez 40 minutes en prenant la ligne 1 du métro et le tramway pour pouvoir vous rendre à ce lieu. Demain, avec le BHNS, ce sera 24 minutes seulement. Un autre exemple de Clémenceau Hippodrome à Marcq-en-Barœul jusqu'à la mairie de Mons-en-Barœul. Aujourd'hui, c'est 18 minutes en prenant le tramway puis le métro. Demain, ce sera seulement 8 minutes avec le BHNS. Enfin, dernier exemple, pour les personnes qui travaillent à Château-Rouge, par exemple à Marcq-en-Barœul et qui habitent Saint-André. Aujourd'hui, pour pouvoir vous rendre sur votre lieu de travail, 44 minutes en prenant la Corolle C3 et le tramway. Demain, ce sera seulement 21 minutes en prenant le BHNS et le tramway. Donc, au-delà même de la vitesse que va procurer ce nouveau transport, on est vraiment sur un projet qui assure une fiabilité et une garantie dans le respect des horaires. Donc l'important est d'arriver vite, mais surtout d'arriver à l'heure et d'avoir un transport fiable qui nous procure un temps de transport qui soit le même tous les jours. En termes de desserte, donc pour vous donner quelques chiffres, on est sur près de 26 000 déplacements quotidiens qui seront créés tout mode sur le territoire et une desserte de 48 000 habitants et 35 000 emplois. Donc ce nouveau réseau vient s'inscrire à la fois en complémentarité et en interconnexion avec les réseaux existants. Donc une interconnexion sera proposée au niveau du métro 1 à l'Hôtel de Ville et au niveau du métro 2 à Fort-de-Mons où nous sommes aujourd'hui. Il sera également interconnecté avec le tramway à Clémenceau Hippodrome et le futur tramway Pôle métropolitain à Carnot. Enfin, une interconnexion avec le futur BHNS Villeneuve-d'Ascq et Marcq-en-Barœul au Grand Stade. Donc on est vraiment sur un réseau qui vient en couronne s'inscrire et interconnecter l'ensemble de ces liaisons de transport.
Au-delà d'un projet mobilité, hein, cela a été dit dans les différentes introductions, on est également sur un projet social, un projet environnemental et un projet de qualité urbaine. Social, puisqu'il s'agit de rendre la métropole accessible à tous et partout, de desservir les quartiers prioritaires de la ville. On a notamment effectivement le passage par Nouveau-Mons via cette ligne et l'ensemble des tracés interconnectent les quartiers prioritaires de la ville. Nous sommes également sur un projet environnemental, hein, puisque l'objectif est d'apporter une véritable alternative à la voiture individuelle dans un secteur dense, et sur un projet de qualité urbaine, puisque là où passera le BHNS ou le tramway, il s'agit de repenser l'ensemble des espaces publics du secteur pour les apaiser et d'accompagner également les projets d'aménagement urbain. On pense notamment au bord de Dole, à Grand Angle et effectivement au Nouveau-Mons sur ce tracé. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Daucher pour vous présenter les caractéristiques du projet. Alors, sur ce qu'on entend par le haut niveau de service, donc le haut niveau de service qui est attendu sur 2 lignes parmi les 4 en concertation, enfin 2 lignes de bus au niveau de service qui doit se comprendre à peu près de la même manière pour une ligne de tramway ou pour une ligne de bus. Le haut niveau de service aujourd'hui n'existe pas en tant que tel. Dans le paysage de transport collectif sur la métropole, on a un réseau qui est structuré autour de lignes de bus régulières et puis de lianes qui sont des lignes avec un niveau de service plus élevé que les lignes régulières, mais on n'est pas encore dans le standard de haut niveau de service qui doit se comprendre comme ce qu'on pourrait attendre d'une ligne de tramway, mais avec des véhicules un peu moins capacitaires et dans un mode bus. Ce haut niveau de service, il s'appuie sur différents éléments. Une infrastructure, d'abord, une infrastructure robuste, dédiée essentiellement à la ligne, fiable, bien inscrite dans le paysage. Un matériel roulant moderne, confortable. On va y revenir, mais c'est vraiment un matériel roulant dédié. On n'est pas sur la ligne de bus standard, ni encore une fois dans nos lianes sur la métropole. On a là quelques illustrations de matériel roulant qui finalement ressemble beaucoup plus à des rames de tramway qu'à du bus. On va y trouver dans ces rames l'ensemble du confort moderne qu'on peut trouver dans des rames de tramway. Un matériel qui est également à énergie propre. Voilà, ces éléments restent encore à définir dans la suite des études. Des stations accessibles et des conditions d'exploitation performantes avec un service qui s'appuie sur de la performance, de la vitesse, mais aussi surtout de la régularité. C'est plus important finalement d'avoir le même temps de parcours tous les jours que de mettre 1 minute de moins sur son parcours. De l'amplitude horaire, avoir un niveau de service assez élevé en heure creuse comme en heure pointe, comme en heure de pointe. On part sur une fréquence de 10 minutes pour ces lignes de haut niveau de service. C'est le minimum en fait qu'on souhaite pouvoir mettre en œuvre. Et puis des services également d'information aux voyageurs en temps réel. La personne, l'usager qui attend son bus doit pouvoir savoir quand il arrive avec un décompte sans regarder sa fiche d'horaire. Donc ça se caractérise dans le paysage par des stations qui permettent une attente confortable, un accès aux différents services. On peut trouver dans ces stations des distributeurs de titres de transport, de la formation voyageurs et puis éventuellement d'autres services moins dédiés au transport. Des stations qui sont intégrées et visibles dans l'environnement. L'idée, c'est bien de pouvoir que l'usager puisse repérer tout de suite à quel endroit il doit attendre le bus au niveau de service, de la même manière qu'on repère aujourd'hui assez facilement dans le paysage l'emplacement d'une station tramway. Des quais larges et accessibles aux personnes à mobilité réduite. Et quand on dit personnes à mobilité réduite, ce n'est pas uniquement les personnes handicapées, c'est toutes les personnes qui, dans leur parcours quotidien, peuvent rencontrer une difficulté dans leur déplacement.
et chaînes de déplacement également, qui doivent se comprendre pas uniquement sur l'emplacement de la station, mais dans toute la chaîne de déplacement, c'est-à-dire aussi dans le traitement des trottoirs, des traversées piétonnes pour arriver à cette station. C'est également de la priorité au carrefour, donc de manière à sécuriser les temps de parcours, de manière à ce que les bus rencontrent un niveau de performance plus intéressant qu'en circulant en voiture. Le matériel roulant, donc on l'a dit, doit être confortable, lumineux, accessible avec également accessible au PMR avec des planchers bas. Dans les infrastructures, comme on le voit là à l'image, les sites propres, donc les voies réservées en fait pour ces lignes garantissent la vitesse, la régularité. Et puis, au-delà de ces projets, enfin au-delà de l'aspect purement transport collectif, c'est tout l'espace public qui est traité, qui est repensé de manière qualitative, au-delà de la voie de transport, avec l'intégration en faisant la part belle au végétal dans la requalification de tout l'espace public. On a là quelques illustrations de projets avec où on repère en fait assez facilement les positionnements des stations. L'usager sait où il peut trouver sa ligne. On voit l'espace public qui est requalifié de façade à façade, hein, comme on peut le faire pour les lignes de tramway, avec des espaces publics qui sont repensés le long de l'itinéraire, au profit des piétons, au profit des vélos, et au profit d'une nouvelle couverture végétale sur l'ensemble du parcours. D'autres illustrations de ce que peut donner cette insertion paysagère sur notre métropole, avec un partage des usages, hein, donc entre une part redistribuée entre la voiture, les piétons, les vélos et les bus, et puis là encore une part importante pour le végétal. Alors, comment restructure-t-on l'espace public dans ces projets? On a là des exemples de distribution en fait, de l'espace public sur une largeur de rue. Donc, à 30 mètres, on voit qu'on arrive à insérer toutes les fonctions, des bus, des voitures, des vélos, des piétons, des plantations d'alignement, du stationnement. Chaque fonction à sa place. On est sur une situation assez confortable et équilibrée. Quand on converge vers des rues qui font une quinzaine de mètres de large, là, on a besoin de prioriser les fonctions et donc de repenser l'espace dans la rue, mais également dans l'ensemble du quartier pour avoir une bonne répartition sur les différents axes, notamment parallèles. Cette priorisation, elle se fait à mesure des études, à mesure des échanges en construction dans le travail qui est mené avec les communes, sur différents aspects, sur les normes en vigueur, hein, de manière à assurer la sécurité, sur la performance du système de transport qui doit être garanti dans ces projets, sur l'amélioration et la sécurisation des cheminements actifs, et puis ensuite pour apporter de la qualité dans les espaces publics, de la qualité urbaine, réinsérer soit des plantations d'alignement, soit des espaces végétalisés, en prenant en compte également les besoins spécifiques à chaque section de rue, les besoins en stationnement, les besoins de places de livraison, et évidemment la circulation automobile également sur ces axes, soit en transit, soit en desserte riverain. Voilà, on va rentrer maintenant dans la partie plutôt séquence par séquence en présentant le tracé. Voilà, donc c'est Laurent Rousseau qui va nous présenter effectivement l'ensemble du tracé qui est aujourd'hui présenté en concertation et les variantes qui sont étudiées. Bonsoir. Bonsoir. Je me mets debout parce que comme ça je vois les deux publics, c'est plus facile pour moi. On peut appuyer sur ou bien de me le donner. Alors,
les itinéraires, les éléments de cheminement d'itinéraire qu'on va vous présenter, ils ne sont pas sortis du chapeau. On rappelle bien que ça a été initialement analysé, étudié dans le cadre... Laurent, pour la visio, parle bien Oui, collez bien le micro. Voilà, Voilà. Donc initialement, c'était bien prévu dans le schéma directeur en 2019. Donc on a une feuille de route qui est sortie. Sur cette feuille de route, on a regardé un petit peu quelles étaient les opportunités que l'on avait pour que cet itinéraire soit le plus performant et le plus attractif. Nous avons donc travaillé en plusieurs étapes. La première étape, c'est en partant du schéma de 2019, on a déterminé un périmètre qui nous paraissait être le plus optimum pour pouvoir desservir le plus d'emplois, le plus de résidents, le plus de services, le plus d'équipements. Dans l'ensemble de ce périmètre, on a essayé de regarder très finement où se situaient les gens, l'analyse du réseau viaire, l'analyse des mouvements, parce qu'en termes de transport, ce qu'il faut bien avoir en tête, ce n'est pas une problématique statique, c'est bien une problématique dynamique. Donc ce qui compte, c'est évidemment les mouvements. On va où pour aller à quel endroit? Une fois qu'on a déterminé tous ces éléments attractifs qui sont à l'origine des déplacements, on a regardé de façon extrêmement exhaustive toutes les opportunités qu'on avait de faire un itinéraire et de passer dans toutes les voiries possibles et imaginables. C'est la deuxième figure. Et puis de là, on a commencé à nettoyer, à regarder réellement c'était quoi les meilleures opportunités de travailler sur un itinéraire complet et pas uniquement sur un petit tronçon. Et donc on est arrivé progressivement à nettoyer et on a regardé, tronçon par tronçon, quels étaient les éléments qui pouvaient vraiment fournir un itinéraire complet, élément indispensable pour l'exploitation d'une ligne de bus ou d'une ligne de tram. Et on est arrivé donc à l'élément qu'on va vous présenter ce soir. On va commencer par le sud et on va remonter jusqu'au nord. Premier élément, c'est qu'il faut savoir que dans le SDIT de 2019, l'itinéraire allait de la station Pont-de-Bois au centre de Marques. Très vite, on s'est dit, mais c'est un peu dommage de s'arrêter à ces deux terminus parce qu'il existait des opportunités, des grandes attractivités, un peu plus au sud et un peu plus à l'ouest. Et donc, sur la partie sud, en accord avec Villeneuve-d'Ascq, on ne s'est plus arrêté à Pont-de-Bois, mais on a descendu l'itinéraire de référence jusqu'au Grand Stade. Bien évidemment, le Grand Stade étant un lieu de génération importante de déplacements. Et donc, on traverse l'ensemble de Villeneuve-d'Ascq à travers rue de la Victoire, et puis on va chercher le PEM, le boulevard de Valmy, et on va rechercher le boulevard de l'Ouest. Mais c'était vraiment important de venir digérer l'ensemble du centre du projet Grand Angle à Villeneuve-d'Ascq. Alors, vous allez me dire, mais on ne dessert plus Pont-de-Bois, qui était quand même un élément central. Alors, c'est un élément central parce que c'est un élément métro. Nous avons donc déplacé simplement, puisqu'on passe sur le PEM de l'hôtel de ville, on vient fournir un accès au métro également. C'est un accès assez intéressant pour la gare. De l'autre côté, nous avons créé un arrêt spécifique qui nous donne, en termes de distance, exactement la même chose si on est à Pont-de-Bois ou si on est de l'autre côté du sillon ferroviaire. Et puis, il y a toute l'alimentation, évidemment, du campus. Mais le campus, on peut aussi bien l'alimenter, comme ça se fait aujourd'hui, essentiellement par le sud, mais on peut l'alimenter également par sa façade ouest. C'est ce qui se fera demain, puisqu'en dehors même de l'itinéraire, on va travailler sur une profondeur, en tout cas pour les itinéraires piétonniers, sur une profondeur de minimum 500 mètres. Tout ça validé par la ville est extrêmement intéressant, puisqu'on vient capter évidemment une population très importante et on vient desservir des centres d'attractivité. Mais avant même de passer au-delà, vous voyez qu'il y a un élément pointillé qui vient jusqu'à une zone qu'on appelle la zone du Élu, qui vient contourner par le sud la commune de Lézenne. Alors pourquoi cet élément-là? Pourquoi on le met, en tout cas en termes de variante? Parce que d'une part, c'est un axe extrêmement congestionné aujourd'hui. Tout ce qui est le long de cet axe-là connaît des problèmes de desserte. Il y a des gros générateurs, notamment des générateurs d'emploi. Et puis, comme on fait passer l'autre ligne, celle qui vient de Lille, on l'a fait rester sur le boulevard de Lézenne et de Tournai, on pénalisait
le centre de l'Aisne et le sud de l'Aisne qui se situaient de plus en plus loin par rapport à cette ligne structurante. Et donc en compensation, ou en tout cas pour venir chercher et offrir une meilleure attractivité en transport collectif pour les Lezénois, en tout cas pour la partie sud, on vient contourner. Et cerise sur le gâteau, ça nous permet, grâce à une infrastructure, un pont qui va être créé dans le cadre de la restructuration de la zone du Vélu, ça nous permet d'aller atteindre un nouveau point d'attractivité qui est cette fameuse zone du Vélu et qui nous permet de ramener aujourd'hui un espace qui n'est pas très bien desservi, qui n'est même pas desservi du tout, et de le ramener assez rapidement sur le PEM Hôtel de Ville, et donc avec une connexion métro de premier choix. Et donc cette prolongation a vraiment pas mal de vertus, et c'est pour ça qu'on la propose dans le cadre de cette analyse. Quelques photos, mais c'est pas ça qui est le plus intéressant, c'est les cartes. Et puis on arrive dans la commune de Mons. Mais avant d'arriver même dans le centre de Mons, au fort, il y a un élément pour moi qui vient de l'extérieur extrêmement attractif. Et je vais vous raconter une anecdote. Quand je suis arrivé il y a 20 ans, on me disait on va voir le boulevard de l'automobile. J'étais persuadé que le boulevard de l'Ouest s'appelait le boulevard de l'automobile. Et il portait bien son nom puisque c'était une 2x2 extrêmement roulante. C'est pour moi un axe de développement prospectif extrêmement intéressant. Et donc, même si aujourd'hui on n'a pas une demande extrêmement forte le long du boulevard, effectivement, la clientèle du TC, ce n'est pas tellement les concessionnaires automobiles, mais rien que de se positionner là montre clairement, en tout cas, la volonté de l'ensemble des élus et en tout cas l'ensemble des techniciens de vouloir développer cet élément-là. Et en transport, ce qui est le plus dur de trouver, c'est la continuité. On se positionne pour bien montrer que cet axe, dans les 20 ans qui viennent, est un axe vraiment de développement. On vient jusqu'ici, juste derrière, au fort, forcément. Connexion avec le métro, indispensable. On rentre vers le centre de Mons jusque la mairie. Vous allez me dire, mais vous êtes complètement en doublon du métro. Oui, nous sommes en doublon du métro sur une longueur extrêmement faible. Il faut savoir que sur le métro, le déplacement moyen fait 4 à 5 stations. On n'est donc pas du tout en concurrence avec un mode qui a des distances de pertinence beaucoup plus grandes. Le tram, on l'utilise sur 1 voire 2 stations, c'est-à-dire sur 500 voire 1 km. Le métro, sur le double voire le triple. Donc on n'est pas du tout en concurrence. À la mairie, on remonte et on va chercher le grand giratoire de la Pilaterie. C'est un axe évidemment très intéressant, bien dense, qui vient desservir tout le nord. Et j'ai bien en tête ce que me disait monsieur le maire tout à l'heure, où Mons bénéficie d'une très bonne desserte est-ouest. Eh bien, grâce à cet élément, on fait une véritable croix et on est vraiment dans un élément nord-sud extrêmement performant. On arrive au giratoire de la Pilaterie, on bascule de l'autre côté, côté Marc. En fait, entre le giratoire de la Pilaterie et quasiment l'arrière de la gare de la Madeleine, on n'a pas beaucoup d'éléments structurants. La structure viaire ne nous laisse pas beaucoup d'opportunités pour essayer de trouver un cheminement le plus direct possible. Et donc, c'est l'axe Clémenceau, évidemment, qui est repris ici, qui a des configuration suffisamment importante pour pouvoir accepter ce genre de déplacement, ce genre de mode de déplacement, pardon. Mais surtout, il vient alimenter évidemment toute une série d'éléments, de logements, d'emplois, de transport. On vient croiser le Grand Boulevard qui est quand même un axe historique du Mongy et donc de la liaison vers Ouascal, vers Tourcoing, vers Roubaix. On ne s'arrête plus au cœur. C'était une volonté de la ville de Marc de ne pas s'arrêter au cœur et de ne pas avoir des terminus à cet endroit-là. Donc on traverse, on vient rejoindre la route nationale et on vient vers l'arrière de la gare, au niveau de la Madeleine, où là on vient alimenter évidemment tout le futur projet qui vient s'implanter à l'arrière de la gare de la Madeleine. Et on vient avoir un terminus du côté de Saint-André. Ça aussi, la partie Marc-Saint-André n'était pas prévue initialement dans le SDIT. Il nous a paru opportun de venir l'ajouter parce qu'il y a une véritable attractivité pour tous ces territoires et d'être branché sur le tram, d'être branché sur les 2 lignes de métro et d'être branché sur la future ligne de tram qui va venir
à Saint-André, en venant de Wombrechy, qui ira vers le sud. On aura donc vraiment une connexion. Cette ligne, elle sera traversée à peu près à 4-5 endroits par le réseau structurant ferré. Au niveau de Saint-André, un petit rappel, demain à peu près 5000 personnes y viennent. Quai 22, Grand Moulin de Paris, toute une série d'éléments qui vont sortir en termes de programmation. On a donc une véritable attractivité et un véritable intérêt d'aller jusqu'au Quai 22. Merci beaucoup Laurent Rousseau pour cette présentation détaillée du tracé et de ces variantes. Avant de passer aux questions dans la salle et pour les personnes qui nous suivent en ligne, Élodie Derry, peut-être nous donner les prochaines étapes d'un projet comme ça qu'on a annoncé qui se construit sur le moyen long terme. Comment ça va se dérouler dans les mois et années à venir? Oui, quelques mots donc, sur les prochaines étapes. Vous avez pu voir le travail accompli effectivement avec les études de faisabilité qui nous ont amené à cette concertation préalable. Il nous reste encore quelques étapes à franchir avant de pouvoir couper le ruban rouge du projet. Un projet de transport et un projet long en termes d'études et de travaux, mais aussi régulé et en tout cas rythmé par les différentes procédures administratives et d'autorisation. Donc, suite à cette concertation, la MEL tirera le bilan de la concertation. L'objectif étant de pouvoir lancer d'ici la fin d'année, début d'année prochaine, ce qu'on appelle les marchés d'études de maîtrise d'œuvre, donc qui sont les études techniques approfondies qui vont nous permettre de développer le projet pour pouvoir mener des enquêtes publiques à horizon 2024-2025 dans l'objectif d'obtenir des déclarations d'utilité publique vers 2025-2026. Ceci afin de commencer des premiers travaux préparatoires à partir de fin 2025 et de pouvoir progressivement lancer les essais et mises en service des différents projets à partir de mi-2028. Voilà donc pour les éléments qu'on voulait vous présenter ce soir dans cette réunion spécifique sur ce projet de bus à haut niveau de service. Est-ce que ça appelle des questions, contributions, réactions de votre part dans la salle? N'hésitez pas à réagir en levant la main de façon tout à fait simple et directe. Oui, merci beaucoup. Je vous laisse, on vous apporte un micro et je vous laisse vous présenter pour qu'on puisse tracer les échanges dans le compte-rendu notamment. Bonsoir. Bonsoir, Nicolas Jonquel, je suis premier adjoint de Mons-en-Barœul. Effectivement, j'aurais aimé qu'il y ait plus de monde à ces réunions-là, tant les enjeux et la démarche est positive et porteuse de beaucoup d'espoir en termes de transport en commun, de partage de la voirie, de transformation de nos villes. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit mon maire préféré sur ce sujet-là. Cette démarche du SDIT est vraiment quelque chose d'intéressant, d'important pour Mons, qui replace Mons au carrefour de deux axes structurants de transport. Donc on est vraiment hyper motivé pour suivre, pour accompagner et on salue la démarche itérative en mode projet mise en place par la MEL avec son AMO, avec les villes. Ça, c'est très très bien. Juste un élément de nuance, là on est aujourd'hui dans la définition des grands axes, des grands éléments de projet. Quand on va passer dans la traduction concrète de comment on aménage ce bus à haut niveau de service dans la traversée de notre territoire, à Mons, rappeler ce qu'a dit monsieur le maire en entrée, c'est-à-dire l'importance du paysage sur notre territoire, le fait que depuis 15 ans, on transforme ce qui était une ZUP, un quartier à dominante minérale, même s'il y a encore des éléments végétaux, mais en écoquartier, en transformant des 2 fois 2 voies en parc, en avenue Parc, l'avenue Parc-Sangnier, prochainement Adenauer. Donc la nécessité d'avoir une approche, sensible du BHNS pour tirer parti dans le haut niveau de service, de ce qui fait le haut niveau de service sur les stations, très important, les stations, la billetterie, l'accessibilité PMR, sur la priorité au bus au carrefour, ça effectivement que le bus ne perde pas de temps au carrefour et soit prioritaire largement par rapport à l'automobile. Ça nous semble des démarches beaucoup plus intéressantes en termes de traduction du BHNS sur le territoire de Mons, plutôt qu'un site propre intégral qui viendrait peut-être à l'encontre de cette approche paysagère. Voilà. Le sujet est abordé, je n'ai aucun doute sur la manière de la MEL d'y travailler. On a quelques mois pour ce faire, mais c'est un élément que je voulais dire en contribution à cette réunion. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre réaction, contribution sur ces points. Est-ce que d'autres
personne souhaite apporter des questions, des besoins de précision ou des réactions sur ce qui a été présenté. Alors, est-ce que sur l'intervention de M. Jonquel, ça appelle, M. Leprêtre, peut-être des éclaircissements ou compléments? Je pense que c'est un vrai sujet que celui qui vient d'être abordé, parce qu'on peut avoir effectivement plusieurs visions de ce qu'on attend et de ce qu'on entend par ligne de bus à niveau de service. Et de ce point de vue-là, dire ici que notre vision n'est pas une vision dogmatique. On sait, on sent, on entend qu'il y a des tenants du site propre pour le site propre, comme si c'était un objectif ultime. Pour nous, c'est un moyen finalement de cocher les cases de ce qu'on entend par haut niveau de service. Mais ce n'est pas une fin en soi. Et dans l'intervention qui vient d'être faite, on entend bien qu'il y a d'autres critères qu'il faut savoir mobiliser pour être dans les exigences, les attentes qui sont celles du haut niveau de service, qui doit, on le sait, là je pense qu'on sera évidemment tous d'accord, être éminemment concurrentiel de la voiture. Mais encore une fois, notre approche n'est pas dogmatique. L'idée, c'est de pousser les curseurs le plus loin possible, bien évidemment, mais de bien envisager le haut niveau de service avec l'ensemble des critères qui ont été évoqués. Il y en a d'autres, mais d'ailleurs sur la critérisation, moi je serais très intéressé par... il se trouve qu'on a eu un échange en aparté ce week-end avec M. Rousseau, donc profitons de l'occasion qui nous est donnée pour partager cet échange que nous n'avons pas eu jusqu'au bout sur ce qu'on met derrière le haut niveau de service et ce qu'on ne doit pas y mettre de manière, encore une fois, dogmatique. Alors, si vous voulez bien, Monsieur le Président, je vous livre une question Monsieur le Vice-président, une question qui est en ligne, qui viendra peut-être compléter ce que vous venez de citer. Il y a une personne qui vous interroge sur la fréquence et qui dit 10 minutes en heure de pointe. C'est comme certaines lianes aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment du haut niveau de service et quelle est la différence? Donc, est-ce qu'on peut éclairer ces points-là aussi par la même occasion? Alors, la question de la fréquence, c'est un des critères d'ailleurs qui permettent à un moment de qualifier une ligne de haut niveau de service. Mais il n'y a pas que ce critère-là. Donc, encore une fois, moi, je suis très intéressé par le fait de vous entendre sur cette critérisation et la façon dont on l'a approchée. Laurent Rousseau. Le haut niveau de service, c'est dans un premier temps à destination des usagers. C'est quelle manière, quelle méthode, quelle infrastructure on doit mettre en place pour minimiser les aléas et pour fournir une attractivité à travers le mode qui soit le plus réduit possible. Aujourd'hui, en bus à haut niveau de service, on vise en général les 20-22 km à l'heure. 20-22 km à l'heure, ça vous paraît peut-être relativement faible, mais sachez que sur la métropole, un véhicule fait à peu près entre du 16 et du 17 km à l'heure sur des déplacements de moins de 10 km, y compris évidemment le temps de stationnement. Donc vous voyez qu'on est plus attractif qu'un véhicule particulier sur des courtes distances. Donc l'idée, elle est bien là. Après, on a deux notions qui se croisent complètement. On a la notion des gens qui partent d'un bus et puis on a la notion des gens qui partent du tramway. L'objectif premier, c'est d'arriver à un système qui nous paraît le plus performant, c'est le système tramway, site propre intégral, parce qu'on n'a pas de gêne et donc on maîtrise complètement l'aléa. Et puis ceux qui partent du bus, qui disent nous, on a des vitesses commerciales qui tournent entre 12 et 15 à l'heure, et donc il faut qu'on améliore par rapport à ces éléments-là. Je crois que le juste milieu, en tout cas d'éléments pragmatiques, c'est d'arriver entre les deux éléments. On ne sera pas en capacité de faire du 100% de site propre, mais si on fait moins de 50% de site propre, on ne sera pas capable de maîtriser l'aléa. La difficulté, ça va donc être de trouver le juste milieu de performance qui nous permet d'être attractif sur la totalité de l'axe pour pouvoir répondre aux besoins de l'usager, parce que c'est lui qui doit être au cœur de notre recherche. Et peut-être dire quelques mots effectivement sur donc, la performance du transport qui va être au cœur du sujet, et quelques mots sur aussi l'aménagement. L'arrivée d'un BHNS n'est pas incompatible aussi avec un traitement paysager et d'espace public, et que l'ambition du projet est aussi d'être un véritable levier de traitement de l'espace public et qu'on soit sur un même niveau qualitatif qu'un tramway en termes d'intégration du végétal, d'accompagnement, de traitement des stations, et que le BHNS pour ça s'apparente au tramway sur cet objectif de valorisation et d'intégration paysagère. Encore une fois, ce qu'on entend là, c'est que sur le tronçon, j'allais dire Monsois, la transformation paysagère, elle est déjà à l'œuvre. Donc on entend bien, je l'ai dit en introduction, que aussi bien pour ce qui est du tramway que du bus à niveau de service, on a là un levier d'amélioration de l'espace public, au plan naturellement qualitatif.
Mais encore une fois, il faut bien tenir compte du fait que sur certains morceaux, c'est le cas ici, en tout ou partie, il y a déjà une amélioration qui est à l'œuvre. Je pense que c'est ça qui est important, et je pense qu'avec le BHNS, on est justement en capacité d'apporter une vraie plus-value par rapport à l'existant, surtout quand l'existant vient d'être retouché, et c'est un euphémisme. Et j'ajouterais que dans l'attractivité également aussi du mode de transport, hein, dans du transport de surface comme le bus ou le tramway par rapport au métro, les paysages traversés sont aussi importants pour l'usager. Et le fait de requalifier l'espace public bénéficie déjà à l'usager du bus. Et donc, voilà, je pense que c'est aussi un point qui peut faire relativiser le fait de passer 1 minute ou 2 de plus sur le parcours. Et voilà, de rendre le trajet plus agréable ou l'expérience voyageur, comme disent les opérateurs de transport. Mais voilà, je pense que ça participe aussi pour l'usager, quoi. Merci pour vos réponses. D'autres questions, réactions dans la salle, contributions? Alors, sinon, je continue. Pardon, monsieur le maire, vous voulez intervenir, compléter ou réagir? Oui, sur les grandes lignes, en quelque sorte, je voulais vous remercier d'avoir plutôt retenu, et vous avez fourni des explications tout à fait intéressantes par rapport à l'enjeu que constitue pour l'avenir le traitement du boulevard de l'Ouest. Donc d'avoir retenu plutôt un passage par le Fort de Mons, enfin la station, le pôle multimodal du Fort de Mons, qui va aussi bénéficier d'une très grosse intervention dans les années à venir, plutôt que de passer par ce qui s'appelle chez nous l'avenue Coty, c'est-à-dire venant de Cora pour rejoindre le centre de Mons. Donc là-dessus, on est parfaitement en phase. Cette direction est pour nous la bonne. Maintenant, sur ce qui a été exprimé par plusieurs d'entre vous, je partage totalement ces points de vue. C'est écrit dans le document, vous l'avez dit, au-delà de la question stricto sensu de la mobilité, il s'agit aussi d'un outil de requalification, de réaménagement, d'embellissement des espaces publics. On a pour ça plusieurs leviers. Le BHNS en est un, mais un programme de rénovation urbaine c'en est un aussi. Et tout à l'heure, en propos liminaire, je vous ai indiqué que à Mons, on est à la mi-temps en fait de ces deux opérations. Une première opération l'ANRU 1 et le nouveau programme de rénovation urbaine qui commence maintenant. Ça veut dire, mais ça, on en a l'illustration. La question, c'est l'échelle du temps. Il y a le passage que vous faites est-ouest n'a pas encore été requalifié sur Adenauer, donc venant du Fort de Mons pour aller vers le centre. Ça nous demande un gros travail de coordination entre les directions transport qui vont faire le pôle d'échange du Fort et puis à la fois une concession d'aménagement dans le cadre de l'ANRU sur Adenauer et même un travail en régie de la part de l'unité territoriale de Villeneuve-d'Ascq. Donc il y a un vrai travail de coordination, mais là, tout est à faire. Par contre, sur l'axe nord-sud, qui s'appelle l'avenue Marc-Sangnier, chez nous, là on a dépensé des dizaines de millions d'euros pour requalifier cette avenue il y a 6-7 ans. Donc j'imagine assez difficilement, comme l'a très bien dit le vice-président, qu'on aille recasser tout ce qui a été fait et qui d'ailleurs, au passage, a bénéficié d'une victoire du paysage au niveau national, du paysage urbain. Donc c'est vraiment... Alors, ceci dit, il y a de quoi imaginer de belles solutions à Mons. Vous savez, dans une ville qui peut apparaître dense, on a quand même des avenues dont la largeur est supérieure, pardonnez-moi à cette prétention, mais c'est plus large que les Champs-Élysées. Adenauer ou Marc-Sangnier, de bâtiment à bâtiment, c'est 80 à 120 mètres de large. Donc il y a de quoi effectivement imaginer de beaux scénarios pour passer à la fois assez rapidement en termes de fréquence et en termes de vitesse, mais en même temps en continuant de contribuer à ce qu'on a essayé de développer depuis une vingtaine d'années d'amélioration des espaces publics. Merci. Alors, je vous livre quelques questions qui nous arrivent sur la plateforme en ligne. Une question sur l'avenir des lignes existantes. Si une nouvelle infrastructure est prévue et un nouveau service de bus à haut niveau de service, quid de l'avenir des lignes existantes. Une question sur le choix du mode également. Pourquoi il y a 4 projets qui ont été présentés, 2 tramways, 2 BHNS. Pourquoi le choix du
du BHNS sur ce secteur et pas du tramway. Une question également sur les variantes. Des personnes qui nous disent par rapport à d'autres projets, il y a moins de variantes proposées. Pourquoi moins de variantes sur les tracés qui ont été détaillés, présentés ce soir? Est-ce qu'on peut répondre sur ces 3 points? Alors sur l'avenir des lignes existantes, dire que évidemment à partir du moment où on redessine, ou plutôt on dessine des lignes nouvelles, on va s'autoriser à rediscuter, à réinterroger le maillage existant tel qu'il fonctionne. Donc une fois que les lignes sont posées, qu'elles fonctionnent elles-mêmes, encore une fois, on redessine finalement notre réseau, toujours avec cette même approche qui est propre, en tout cas à notre métropole. C'est pas quelque chose d'isolé, je l'imagine, mais on est bien sur du rabattement. Donc l'idée, c'est aussi de voir comment on pourra rabattre plus et mieux sur ces futures lignes. Mais oui, le réseau va être réinterrogé par finalement l'arrivée de ces 4 lignes structurantes. Sur le choix du mode, dire très simplement qu'il y a des études capacitaires qui ont été faites, à la fois par rapport à l'existant et par rapport aux projections qu'on est en capacité de faire et de partager avec les communes. Savoir que, je dis ça dans la ville, une des villes les plus denses de la métropole européenne de Lille, il ne faut pas se cacher à son petit doigt. L'objectif, c'est aussi avec ces lignes structurantes de fabriquer de la ville et quelque part de générer de la densité, puisque comme ça a été dit à juste titre en introduction, l'idée c'est de s'étaler le moins possible et de densifier de manière équilibrée, raisonnable, heureuse. On peut employer beaucoup de qualificatifs, mais derrière il faut mettre des réalités, c'est ce que nous faisons dans nos villes. L'idée c'est bien, encore une fois, d'accompagner finalement ces lignes structurantes avec des programmes de logement à leurs pieds, et donc d'être dans cette démarche de densification que je qualifiais à l'instant. Sur les variantes, où j'entends la question, l'insuffisance des variantes par rapport aux tracés qui sont proposés, ça sera complété en termes de réponse, mais dire simplement que pour pouvoir dessiner ces tracés tels qu'ils vous ont été présentés, on a naturellement travaillé en co-construction avec les communes, de manière individualisée. On est venu voir la ville de Mons à plusieurs reprises. Quand je dis on, ce sont les services de la MEL, notre AMO. On a aussi travaillé à l'échelle de la ligne, dans le cadre de comités de ligne. On a associé, y compris notre actuel délégataire Ilevia. Donc on n'a pas produit, en l'occurrence, ces tracés à partir, j'allais dire, d'une introspection qui aurait eu lieu à la MEL, dans des bureaux fermés. Non, tout ça, c'est vraiment fait en co-construction, en partage avec les communes, en fonction aussi de la façon dont les communes voyaient leur ville, les évolutions des villes. Donc, très simplement, c'est ce qui peut expliquer aussi, en l'occurrence, qu'on ait des tracés de référence qui, quand on les regarde d'ailleurs, s'imposent un peu d'eux-mêmes par rapport à la façon dont les villes fonctionnent et dont elles vont fonctionner demain, et qui est, aux yeux en tout cas de la personne qui pose la question, peut-être pas beaucoup de variantes, mais la concertation, elle a aussi pour objectif de tendre le micro à celles et ceux qui regardent ce que nous proposons pour qu'ils puissent, le cas échéant, avec des arguments s'entendre. On croit entendre un garant que je ne suis pas de la CNDP. Il faut des arguments, mais on est tout à fait en capacité de recevoir des suggestions de variantes qui pourraient être examinées, étudiées, évaluées à l'issue de la concertation. Sur peut-être le point de la personne qui nous demandait comment on choisit un BHNS ou un bus à haut niveau de service, pour éviter les sigles, et un tramway, comment cette pertinence du mode est évaluée, comment le choix est construit? Laurent Rousseau, peut-être, sur ce point? Oui, je viens compléter, monsieur le vice-président. Le territoire est tel, et le nombre de fractures en territoire sont tels que les points de passage sont vraiment pas nombreux. Et donc, contrairement à d'autres lignes, ici, on n'avait vraiment pas beaucoup le choix. Et les éléments qui nous paraissaient importants en termes de valorisation du territoire, boulevard de l'Ouest, un passage entre Marcq et Mons, et puis toute la relation entre Mons et Villeneuve-d'Ascq, on n'a vraiment pas eu beaucoup le choix. Donc, c'est peut-être sans doute la ligne qui s'est quasiment imposée implicitement parce que la structuration viaire est tellement complexe qu'on n'a pas trouvé de continuité complète entre Saint-André et le Grand Stade sur des territoires alternatifs. Pourquoi un mode de type BHNS? Parce qu'il y a une caractéristique, un indicateur fort.
laquelle on regarde en premier lieu, parce que le prix entre un tram et un BHNS sont quand même relativement différents en termes d'aménagement, c'est la fréquentation. La fréquentation, pour pouvoir commencer à implanter un tram, doit tourner entre 30, 35, 40 000 voyageurs jour. Sur nos prévisions aujourd'hui sur cette ligne-là, on ne dépasse pas 15 000 voyageurs jour. Nous sommes donc vraiment dans une pertinence différente en termes de mode. Mais je rassure, mais à mon avis, je ne serai plus là pour le faire, mais si le succès monte énormément, ces lignes de BHNS ont les mêmes caractéristiques en termes d'emprise au sol. Il sera possible, dans plusieurs dizaines d'années, de simplement modifier le mode parce qu'on aura travaillé dès aujourd'hui la continuité. Et ça, c'est vraiment fondamental. C'est qu'on pourra passer à un moment donné dans une phase 3 ou une phase 4 du schéma directeur, mais monsieur le prêtre, je pense comme moi, vous n'en serez sans doute plus là, mais vraiment dans la continuité, c'est bien le but du jeu. Mais là, aujourd'hui, avec les prévisions, la prospective qui est connue de notre travail d'analyse, on n'a pas du tout le nombre de voyages qui nous permet d'aller chercher un mode tram par rapport à un voyage. Et tout à l'heure, il y avait une question auquel on n'a pas répondu sur la fréquence. La fréquence de 10 minutes, ce n'est pas non plus un dogme. La fréquence de 10 minutes, c'est celle qui nous a paru aujourd'hui la plus pertinente par rapport à la fréquentation attendue. Ça ne sert à rien d'avoir une fréquence à 5 minutes si c'est pour avoir des véhicules pas très occupés. Mais de nouveau, une fois que l'infrastructure est faite et s'il y a un succès venant, ça ne posera pas beaucoup de problèmes, sauf aux gens de la finance qui trouveront qu'il faudra mettre un véhicule supplémentaire, mais c'est le plus facile à faire dans de l'exploitation, de mettre un véhicule supplémentaire pour assurer une fréquence plus importante, pour assouvir, répondre à la nouvelle demande qui sera présente sur le lieu. Peut-être un élément de complément, puisqu'on est dans le cadre d'une concertation qui doit aussi, et c'est bien normal, bien naturel, répondre à un objectif de transparence, dire que quand on est sur une ligne de bus au niveau de service, on est, mais je parle encore une fois sous votre contrôle, dans une fourchette de 6 à 10 millions d'euros le kilomètre. Quand on est sur un tramway, on est plutôt à 20-25 millions d'euros le kilomètre. C'est aussi un élément, naturellement, qui, une fois qu'on l'a connecté, pardon du mauvais jeu de mots, aux études capacitaires, est déterminant par rapport au choix à l'instant T qu'on fait, même si, encore une fois, si on est dépassé par notre succès, nos successeurs pourront prendre d'autres dispositions le moment venu, parce que ça sera tout à fait possible, envisageable. Élément presque anecdotique, tout à l'heure on a vu quelques visuels de ce que peut être un bus au niveau de service. Quand on le regarde finalement avec cette distance minimum, on constate que visuellement c'est assez proche d'ailleurs d'un tramway finalement. Donc c'est un élément, encore une fois, qui relève de l'anecdote, mais on est bien sur quelque chose dont chacun doit mesurer aussi la qualité de transport. Une ligne de bus au niveau de service, c'est pas une liane, même si une liane c'est déjà mieux qu'un bus habituel, il faut le souligner aussi. Et donc ça, c'est quelque part assez difficile d'ailleurs de projeter nos métropolitains, nos concitoyens dans ce confort nouveau qui les attend avec le BHNS, mais il est réel ce confort. Merci. Alors on a encore pas mal de questions qui nous arrivent en ligne, mais est-ce que dans la salle, certaines personnes veulent prendre la parole ou réagir? Vous me faites un signe si vous le souhaitez. Monsieur le vice-président, vous nous avez dit en début de réunion être venu en vélo. Question de nos amis cyclistes. Quelle intermodalité est prévue entre ce tracé et les vélos, les personnes qui se déplacent en vélo pour le rejoindre? Est-ce que les vélos seront acceptés dans les transports, dans le matériel qui sera proposé? Donc ça, c'est une première question. Et puis une deuxième question tout à fait différente et plus peut-être technique sur un éventuel phasage du projet. Le tracé sur l'ouest impose de faire un ouvrage pour franchir la Deule. Est-ce que ça ne va pas engendrer un phasage du projet et que la partie Saint-André, la Madeleine, enfin la partie après la Deule risque de ne jamais voir le jour? Un participant est inquiet de ce point-là. Est-ce que sur cet impact du franchissement, on peut également apporter des éclairages? Et puis troisième, dernier point avant qu'on en prenne d'autres après, quelle nuisance par rapport à une liane du matériel qui sera proposé? Est-ce que le matériel roulant est différent et apporte plus ou moins de nuisance par rapport à ce que les habitants ou riverains peuvent connaître aujourd'hui?
Alors, je vais laisser mes voisins de droite se pencher sur les questions qui relèvent de la crainte de nuisance par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui de quelques lianes. Et puis cette question de l'intermodalité qui est une vraie question. Peut-être revenir ou m'apesantir quelques instants rapides sur la question du tracé sur l'ouest et puis de ce que cet ouvrage d'art là, qui va enjamber la Deûle peut laisser supposer de retard. On a besoin de cet ouvrage d'art. Donc l'idée, c'est bien d'ailleurs de le faire, puisqu'en l'occurrence, chacun aura compris qu'on a besoin, on le voit là sur la partie haute de la carte qui est sous nos yeux, on a besoin de ce barreau-là pour connecter cette ligne de bus et nouveau de service au tramway qui, lui, va descendre de Vambrechy. Donc, on n'est pas plus inquiet que cela sur la programmation de cet équipement. Il est programmé, il se fera. Pour tout dire, ce qui peut soulever quelques inquiétudes que nous anticipons, c'est plutôt si la rue Sadi Carnot, excusez-moi d'aller un petit peu dans le détail, était mise en sens unique, ce qui sera vraisemblablement le cas. Finalement, le côté impasse qui pourrait être levé quand on descend du nord, de la couronne nord, si j'ose dire, avec le risque de chinte qui verrait les automobilistes qui n'auraient pas été encore convaincus par le fait de laisser la voiture et de prendre le tramway, eh bien finalement enjamber la Deûle pour se connecter à la rue Pompidou à la Madeleine, voire la rue Scrive, connecter après avec la rue du Général de Gaulle et risquer l'encombrement finalement de cette belle petite ville en superficie 100 ans connectée directement à la ville de Lille. Donc voilà, pardon de cette digression, mais voilà, on n'a pas d'inquiétude par rapport, en l'occurrence, à cet ouvrage d'art qui devra enjamber la Deûle et au fait qu'il faut naturellement le programmer dans les travaux qui sont les nôtres. Tout à l'heure, on a dit que les travaux démarreraient fin 2025, parce qu'on est aussi tenu d'ailleurs dans ce calendrier, il faut dire les choses encore une fois en toute transparence, par l'État qui a apporté sa contribution et non des moindres à notre projet. On a été lauréat de l'appel à projet. Ça nous crée quelques obligations, notamment de démarrer, en l'occurrence, avant la fin du mandat. Je ne reviens pas après sur le calendrier tel qu'il a été exposé il y a quelques instants, sur le début des mises en service. Je rappelle toujours que la fin de notre SDIT, c'est 2035. Alors on espère qu'il y a plein de choses qui verront le jour avant 2035. Ça sera le cas, évidemment. Mais l'échéance terminale est bien celle-là. Sur les questions d'intermodalité et de nuisance. Alors, question d'intermodalité notamment pour les questions des cyclistes et puis les matériels roulants et ses impacts pour les riverains. Sur les vélos, plusieurs éléments. Donc effectivement, déjà l'accompagnement et la création de ce nouveau projet de transport structurant va s'accompagner également d'un levier de développement pour les pistes cyclables, puisque là où on passera avec le BHNS ou avec le tramway en fonction des projets, on valorisera également le développement des pistes cyclables sur le long des parcours des futurs tracés. Donc, premier point sur les vélos. On regroupera également au niveau des futures stations de BHNS l'ensemble des services, notamment en termes d'arceaux vélo, de consignes sécurisées qui seront à regarder dans leur localisation. Alors, sur la question des vélos, aujourd'hui, effectivement, dans le réseau actuel, dans le métro ou dans le bus, vous ne pouvez pas prendre votre vélo. Dans le tramway, vous pouvez, mais seulement de façon très ponctuelle dans les rames amont et aval. L'idée étant qu'effectivement, nous ne sommes pas sur un transport interurbain dans lequel transporter son vélo est nécessaire, pour lequel il faut des aménagements dans le réseau de transport. Ici, on est plutôt sur un déplacement ponctuel où les entrées-sorties de vélos dans le cadre des rames de tramway ou de BHNS ne doivent pas impacter non plus l'arrêt et la performance du transport. Donc aujourd'hui, le matériel roulant n'est pas défini, mais la règle sera a priori la même que celle du tramway existant, c'est-à-dire de pouvoir rentrer ponctuellement avec son vélo, mais que ça reste assez anecdotique. Sur la question des nuisances, donc la nuisance dépend notamment de la motorisation. Aujourd'hui, effectivement, le choix du matériel roulant pour le BHNS n'est pas encore arrêté, mais effectivement, on est sur un matériel roulant à énergie propre qui sera à définir. Donc, est-ce que c'est aimant d'alimentation électrique, batterie, hydrogène, tout ça reste à définir, mais je laisse la parole aux spécialistes sur le sujet. Laurent Rousseau. Ça reste un véhicule routier. Ça fait donc les interactions entre les pneus et c'est des bruits qui resteront. Mais si vous écoutez réellement un véhicule, c'est pas ça qui fait le bruit, c'est la motorisation. Donc si on passe sur de l'électrique,
le bruit va diminuer très fortement. Si on reste sur de l'hydrogène ou du gaz, le bruit est un peu plus important, mais c'est vraiment pas gênant. Enfin, en général, ce qui pose problème, c'est au moment des accélérations ou au moment du maintien d'un véhicule à l'arrêt qui laisse tourner son moteur. Mais honnêtement, dans les énergies propres aujourd'hui, les nuisances sonores ont été divisées quasiment par 2. Donc on a maintenant du matériel vraiment tout à fait pertinent pour ce type de mesure et qui fait quasiment pas de nuisance et qui, en termes de vibration, n'a aucune nuisance non plus. On a eu, on s'en souvient, la même question hier, mais sur le tramway, parce que, et on peut le comprendre, hein, beaucoup de nos concitoyens ont finalement une vision du tramway qui est celle du tramway actuel, celui qui circule à l'avenue de la République sur le ou les grands boulevards. Et je parle là, en l'occurrence, du bruit qui peut générer à certains endroits. Encore une fois, il faut se projeter avec un mode de transport moderne, qualitatif, confortable. Et là, en l'occurrence, sur le cas d'espèce, avec cet engagement, ce n'est pas une promesse qui circule avec de l'énergie propre, ce qui modifie beaucoup aussi l'approche, et ce qui a un impact, ça a été dit à l'instant même, sur les nuisances générées. Merci. Y a-t-il d'autres questions, réactions dans la salle? Toujours pas. Alors je continue à détailler les nombreuses questions qui nous arrivent en ligne. Alors une question précise et un peu plus large, mais que je vous propose. Est-ce que la possibilité de faire une nouvelle halte ferroviaire au niveau de l'axe ferroviaire Lille-Tourcoing-Courtrai, à proximité de la pilaterie, a été étudiée, notamment pour avoir une correspondance avec le futur le SEM, le schéma express métropolitain? Est-ce que c'est une question qui relève du cadre de discussion de ce soir, ou est-ce qu'on est hors périmètre? Une question qui, pour le coup, est vraiment très liée au projet sur le site propre. Vous avez dit dans vos présentations qu'il y aurait des zones en site propre et des zones qui ne seraient pas en site propre. Comment on choisit ces zones-là et est-ce que ça peut avoir un impact sur la performance? Comment on assure une bonne performance dans les zones qui ne seront pas notamment en site propre? Et voilà pour les 2 questions pour le moment qui nous remontent en ligne. Est-ce qu'on peut répondre sur ces 2 points? Alors, sur la halte ferroviaire, on est un peu hors sujet par rapport à notre sujet de ce soir, mais ça me permet d'indiquer que dans le SDIT dont on a parlé en introduction, il y a bien tout un volet ferroviaire qui est un volet non négligeable, qui connecte, en l'occurrence au sujet du service express métropolitain, qui nous oblige, mais c'est une obligation qu'on va essayer de considérer positivement, à un dialogue avec d'autres acteurs, actrices, en l'occurrence de l'aménagement et du développement de nos transports. Je pense à la région, je pense à SNCF Réseau, je pense à l'État. Et donc c'est un sujet qui est devant nous, mais sur lequel, depuis le début du mandat dans lequel nous sommes engagés depuis 2020, nous avons plutôt bien avancé, puisqu'on est passé des études d'opportunité aux études de faisabilité, qu'on a surtout maintenant un scénario partagé, ce qui n'était pas gagné d'avance. Donc on sait que voilà, on a maintenant une feuille de route, mais ça permet, en l'occurrence, la question qui est soulevée, de mettre en exergue le fait que dans ces 4 lignes structurantes-là, il y a beaucoup du SDIT, mais il n'y a pas tout le SDIT, loin s'en faut. Hein. Tout à l'heure, on parlait en l'occurrence du PEM là, qui intéresse Mons. C'est un élément aussi structurant, en l'occurrence du SDIT, comme l'est le volet ferroviaire. Et donc ça réclamerait et ça réclamera naturellement d'autres séances de concertation, d'échanges. Mais là, on est hors du champ de la concertation dans laquelle nous sommes engagés depuis la fin du mois de février. Sur le site propre, dire ou redire qu'encore une fois, c'est un élément qui sert la performance, mais on a aussi entendu tout à l'heure dans les différents critères qui étaient égrenés que la priorité au carrefour au niveau des feux est un élément qui peut être tout aussi déterminant pour maintenir une vitesse de croisière qui soit à l'aune de ce qui a été évoqué, un 20-22 km/h. Encore une fois, c'est important d'être sur des éléments de comparaison. Aujourd'hui, on peut mesurer que la vitesse moyenne de circulation d'un véhicule, pratiqué évidemment en autosolisme, parce que c'est encore le cas de manière trop importante, c'est 17 km/h. Donc on est vraiment dans ce jeu concurrentiel. Et pour être concurrentiel, il faut absolument être à ces 20-22 km/h. Le site propre, ça peut y aider, y contribuer évidemment. On a entendu qu'il ne fallait pas être en dessous de 50%, mais la priorité, en l'occurrence,
à nos lignes de bus et au niveau de service sur les carrefours à feu, c'est tout aussi essentiel. Merci. Une question également qui porte sur le secteur nord, dont on a pas mal parlé, qui nous dit que le projet est très lié au tramway. Et est-ce que la ligne de BHNS aurait du sens sans le tramway? Alors, sans le projet de tramway, est-ce que cette ligne a une fonction en elle-même? Une question qui nous est posée. Et puis une question sur le potentiel de voyageurs et notamment la différence de potentiel selon les variantes proposées sur le tracé. Est-ce que vous avez parlé tout à l'heure, Laurent Rousseau, d'un potentiel intéressant pour le mode BHNS? Est-ce que selon les différents tracés et variantes qui sont étudiés et qu'on a présentés ce soir, il y a des différences de potentiel qu'on peut souligner? Peut-être juste un élément de réponse par rapport à l'intérêt de ce projet, de cette ligne, si on la prend isolément. Encore une fois, je nous renvoie collectivement au propos introductif. On est là sur un barreau, un maillon qui est manquant aujourd'hui. Et donc, en tant que tel, même s'il n'y avait pas... Mais il y a une vraie plus-value, évidemment, à se raccrocher à l'existant et à ce qu'on projette, notamment par rapport au tramway du pôle, on va dire, métropolitain, dans sa jonction entre Vambrechy, avec d'un côté au Bourdin, de l'autre, Seclin en passant sur le flanc ouest de l'île. C'est une vraie plus-value de pouvoir connecter ces 4 lignes finalement ensemble et les connecter à l'existant. Mais en tant que tel, ce projet, il a du sens. On en a besoin. On en a besoin aussi pour opérer cette révolution infrastructurelle qui a pour objectif, il ne faut pas non plus quelque part mettre ce sujet sous le tapis, de venir bousculer la répartition modale d'aujourd'hui et donc de gagner des parts de marché sur la voiture, pour des tas de raisons qu'on pourrait facilement développer ici. C'est bien notre objectif. Donc, la ligne en tant que telle, elle a du sens, elle a de l'intérêt. Connectée comme elle l'est à l'existant et demain à cette future ligne de tramway, elle en a encore plus. Et si on avait, je pense que c'est ce qui apparaît sur la carte, là, les interconnexions, y compris d'ailleurs avec l'autre ligne de bus et de service, on se rend compte que là, pour le coup, on est sur quelque chose qui va changer la donne au niveau des transports collectifs sur cette partie de notre métropole, mais sur la métropole entendue au sens large. Effectivement, à l'écran, on voit les interconnexions avec le réseau existant et le réseau projeté. Je compléterai, même en rappelant que dans notre schéma directeur des infrastructures de transport, il y a tout un travail qui est programmé pour faire monter au niveau de service un certain nombre de lignes de bus sur la métropole, et notamment tout un réseau de lignes en rocade autour de l'île, pour lesquelles on ne peut pas viser le haut niveau de service parce qu'on n'a pas forcément la géométrie sur les emprises ou le tissu urbain et le développement ne permet pas forcément d'atteindre tout à fait ce niveau-là. Mais sur tout cet itinéraire qui est aujourd'hui desservi par différentes lignes, et notamment ce qu'on appelle les corolles, il y a un vrai potentiel d'usagers qui aujourd'hui ont tendance à passer systématiquement par le cœur lillois et notamment par le pôle Gare pour faire des déplacements de première couronne à première couronne. Et donc c'est effectivement cette ligne-là, elle trouve d'autant plus sa pertinence dans ce réseau global. Laurent, merci. L'autre point sur la question de la fréquentation et du potentiel en fonction des variantes étudiées. Est-ce qu'on est sur la même idée que ce que vous nous avez présenté, quel que soit le scénario qui sera retenu? Alors, Laurent Rousseau, collez bien le micro. Forcément, si on va un peu plus loin, on va aller chercher un peu plus de monde. Donc, plus on va loin, donc si on va chercher Saint-André, si on va chercher la zone du LU, on sera plus attractif. Les indicateurs sont meilleurs que si on s'arrête à Marcq ou si on s'arrête à Pont-de-Bois. Ça, c'est tout à fait clair. Après, les variantes qui ont été testées au sein même de l'itinéraire, on a testé par exemple la rue Coty, elles ne sont pas plus performantes et elles ne drainent pas énormément de personnes en plus, même moins de personnes. Donc une réponse très concrète. Si on étire la ligne, oui, on va aller chercher du monde, mais de trouver des variantes, en tout cas dans cette structuration viaire qui est assez complexe, on n'a rien trouvé de mieux, en tout cas de plus performant en termes d'attractivité. Réponse claire, effectivement, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres besoins de compléments? On a fait le tour des questions qui étaient en ligne. Y a-t-il d'autres questions, remarques, témoignages?
Si ça n'est pas le cas, peut-être, monsieur le maire, un mot de... Non, je vous laisserai réagir après. On va d'abord présenter les prochains rendez-vous pour que tout le monde les ait en tête, puisqu'on l'a annoncé en début de réunion. Il y a maintenant des phases d'atelier qui commencent demain sur d'autres projets, mais sur le projet qui nous intéresse ce soir, Élodie Derry, des ateliers qui vont se tenir très rapidement pour approfondir les échanges qu'on a fait naître ce soir. Effectivement, donc 2 ateliers sur ce projet. Un atelier qui est prévu à l'hôtel de ville de Mont-Saint-Barreul le 15 mars, donc sur le secteur Villeneuve-Mons. Et un atelier le 22 mars à la salle polyvalente du Pont des Arts à Marc-en-Barreul qui traitera du secteur Marc-Ouascal, Saint-André-la-Madeleine. Et ce sera complété par une réunion de clôture qui viendra... Donc ça, c'est sur les ateliers. Effectivement, les étapes suivantes. Donc, on clôturera cette phase de concertation par une réunion de clôture donc le 5 avril. Derrière cette réunion de clôture, les garants émettront leur bilan, notamment sur les projets de tramway. Et donc la métropole européenne de Lille se prononcera dans une délibération dans le cadre du Conseil métropolitain du mois de juin pour tirer les conclusions du bilan et donner les suites à donner sur ces projets. Et d'ici là, on vous affiche à l'écran l'ensemble des moyens qui vous sont proposés pour participer notamment à distance sur tous les projets, mais notamment sur le projet qui nous a mobilisés ce soir sur le site participation.lillemétropole.fr jusqu'à la clôture de la concertation. Il y a déjà des avis qui sont en ligne. Vous pouvez réagir sur ces avis ou apporter vos questions, contributions. Je précise que la métropole répond pendant la concertation aux questions qui sont mises en ligne et aux réactions qui sont partagées. Monsieur le maire, monsieur Elstedt, est-ce que vous souhaitez dire un mot de conclusion sur les échanges qu'on a eu ce soir, puis je laisserai monsieur le prêtre conclure notre soirée. Oui. C'est vrai qu'il y a peu de public, mais c'est absolument passionnant. Qualité des espaces publics, aménagement du territoire, mobilité, faire entrer en résonance ces différents enjeux, c'est vraiment essentiel pour la vision qu'on peut se faire de la métropole avec, effectivement, je le disais en introduction, mais dans cette commune, il ne s'agit pas d'accompagner par des constructions nouvelles nombreuses ce nouveau réseau, mais par contre ce réseau vient desservir des zones, des secteurs déjà très denses, mais qui offrent en plus cette possibilité de passer finalement qui s'est imposée naturellement. Il n'y a pas tellement de débat, vous l'avez très bien dit. Donc voilà, un sujet absolument passionnant. Puis j'ai été très attentif avec mon premier adjoint Nicolas Jonquel, avec Sébastien Leprêtre, maire de la Madeleine, et moi-même, 3 éminents cyclistes. J'entends parler de vitesse moyenne de 17 km/h. Donc le seul mode qui restera supérieur à tout ce qu'on a évoqué ce soir, c'est le vélo. Sans moteur électrique, bien sûr. On n'en est pas encore là. Voilà, je voulais finir sur une touche un peu humoristique. Merci. Monsieur le vice-président. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Comme à chaque fois, je vous laisse conclure notre séance du soir. Merci. Et avant de repartir moi-même à vélo... non, dire très simplement que, évidemment, que les choses se poursuivent tout au long du mois de mars. La fin de notre concertation, c'est le 5 avril. Et donc, on termine, nous, ce soir, un cycle là, de réunions publiques. Mais ce qui est important, c'est bien de s'inscrire dans la dynamique de cette concertation qui va maintenant prendre corps dans des ateliers participatifs. On les a évoqués, égrenés ici. Moi, je comprends, et on est tous à la fois... citoyen d'une commune et puis métropolitain, je comprends que naturellement on s'attache d'abord à essayer de mesurer, de savoir où ça va passer, est-ce que ça va perturber mon quotidien, est-ce que ça va l'améliorer. Tout ça est extrêmement légitime et encore une fois, vous l'avez indiqué, toutes les questions sont les bienvenues et on y répond au fil de l'eau. C'est important de le souligner, il faut saluer les services de l'AMEL qui sont extrêmement réactifs sur le sujet. Mais je pense que ce qui est important aussi, c'est de ne pas oublier que nous sommes tous métropolitains. Et donc, prendre aussi un peu de son temps personnel pour contribuer à construire ce scénario d'avenir. Et donc, avoir une vision vraiment grand angle de ce schéma dont la façon dont il prend encore là, avec ces 4 lignes. Et donc, s'intéresser aux 4 lignes, c'est aussi, vous le savez, le message que je fais toujours passer en fin de réunion. On garde le sujet par le petit bout de sa lorgnette, il est respectable, mais à un moment, il faut aussi prendre cette hauteur-là pour dire son mot, y compris sur
une ligne de tramway qu'on n'empruntera peut-être pas tous les matins, mais qui va structurer le territoire, va le changer. Avec encore une fois cette ambition, cet objectif qui sont les nôtres de bousculer la répartition modale d'aujourd'hui. C'est impératif. Et donc, moi, j'invite celles et ceux qui est avec nous ce soir et puis qui nous regardent, qui nous suivent, à être dans cette dynamique de participation-là. Il y a encore du temps, puisque ça se termine encore une fois tout début avril. Et puis, aller régulièrement sur le site, c'est aussi intéressant, parce qu'au comptage d'hier, on était à 130 contributions. Je suis sûr que depuis hier, on a même dépassé les 130, on doit approcher les 150. Et donc, aller sur le site, c'est aussi se nourrir des contributions et j'allais dire, stimuler son esprit critique et sa propre réflexion. Donc, encore une fois, il y a les ateliers qui sont plus dans le micro, je vais le dire comme ça. Il y a le macro auquel il faut naturellement ne pas avoir peur de se confronter. Et puis, se confronter aussi à toute cette manne participative qui est déjà en ligne sur le site. Voilà. Ça fait un petit peu de travail, mais on a la chance, nous, on est dans une métropole et un pays où le micro est tendu. Quand le micro est tendu, il faut l'attraper. C'est une chance d'avoir un micro tendu, c'est une chance d'avoir une concertation comme celle-là sur un projet aussi beau, aussi fort que celui-là. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Merci à toutes et tous d'avoir participé dans la salle ou en ligne. Et donc, rendez-vous pour continuer les échanges et la participation dans les étapes qui vous ont été présentées. Très bonne soirée à toutes et tous. Merci.